Jacques Ranté, donc j'ai 81 ans. Bon, ma profession était pilote de ligne, effectué en grande partie Air Inter, Air France pour les 2 dernières années, piloté différents types d'avions, du Nord 262 jusqu'à l'Airbus A320. J'ai environ 20 000 heures de vol, dont 13 000 avions et 7 000 planeurs. Voilà. Très jeune, j'ai été passionné par l'aviation. Quand je dis très jeune, c'est aussi loin que je me souvienne. Je regardais les avions passer. Je me souviens pendant la guerre, je voyais ces traînées qui passaient. C'était pour moi quelque chose de mystérieux. Et j'ai aussi quelques souvenirs précis de mitraillage de la gare de Moulins. Et j'ai été attiré, fasciné par ces avions. Donc il y avait une section de modèle réduit qui s'est créée à Moulins. Et je me suis inscrit à cette section dès que j'ai pu. Et j'ai commencé par le modèle réduit. Bien sûr, nous faisions voler ces modèles réduits sur l'aérodrome de Moulins, où nous étions en bonne entente avec le club. Et j'ai vu aussi ces planeurs, ces avions qui bien sûr qui me fascinaient, mais je les ai vus réellement. Et le premier souvenir précis que j'ai eu, c'est la première fois où je suis allé sur ce terrain de club en vélo. Et il y a un planeur qui s'était posé juste dans le champ avant le terrain, et je voyais les gars qui peinaient, qui poussaient pour ramener ce planeur vers le terrain, et je ne comprenais pas trop le sens de la manip. En fait, ce planeur était un Castel 301, qui est un planeur qui n'avait pas de volet, qui devait avoir une finesse de l'ordre de 20, et puis le pilote s'était posé trop court et on le ramenait. En faisant mes modèles réduits, j'allais toujours, bien sûr, tourner autour de l'aéroclub. Et gentiment, un jour, on m'a proposé de faire un baptême de l'air. J'ai fait le baptême de l'air, bien sûr, j'ai été conquis. Un peu déçu quand même après le décollage parce que je m'attendais à une impression de vitesse. Ça m'est resté, alors qu'on a l'impression la première fois qu'on s'arrête. Donc ça m'avait un peu déçu parce que j'avais envie de vitesse déjà. Malgré tout, il y avait des possibilités pour passer le BIA comme maintenant, et puis on pouvait apprendre à piloter, je dirais gratuitement. C'est une époque où il y avait beaucoup de subventions, où l'armée de l'air entraînait ses pilotes sur le terrain et fournissait une grande quantité d'essence, donc on pouvait voler absolument gratuitement. Sinon, j'aurais jamais pu m'offrir bien sûr ces heures de vol. Donc j'ai volé tant que j'ai pu. La première année, j'ai été lâché avion d'abord en premier, sur un Piper J3. Je me rappelle aussi très très bien de mon lâcher. J'ai été surpris de voir le moniteur descendre. Et puis j'ai fait un tour de piste, il m'a dit d'en refaire un deuxième, et j'ai refait un deuxième tour de piste. Et j'ai commencé en même temps le planeur, où j'ai été lâché également. Donc dans l'année, j'avais le second degré, et puis le brevet D, voilà. Voilà mes débuts en aviation. Tout dépend ce que ce garçon souhaite faire dans sa vie. Ça dépend s'il veut en faire un loisir ou s'il envisage une activité professionnelle plus tard. De toute façon, il a intérêt à commencer le plus tôt possible. Et moi, 16 ans me paraît un âge tout à fait raisonnable. Plus tôt, je pense que c'est possible, il y en a qui commencent plus tôt, mais 16 ans me paraît très bien parce qu'on a acquis une certaine maturité et je crois que c'est bien de commencer. Et en tout cas, c'est une bonne base pour la suite, quel que soit ce que fera le garçon, ça apprend à se discipliner. Hein. Je vous parlais de l'envie de vitesse quand on est jeune, hein, d'où la moto actuellement qui a un engin mortel. Je pense que le planeur permet de se calmer. Hein, et de bien comprendre que la vitesse, il n'y a pas que ça, et qu'il n'y a pas que le bruit non plus, c'est pas le vroom vroom, c'est pas très intéressant. Par contre, voler dans un planeur, porté par simplement les courants ascendants, c'est l'énergie du soleil qui nous fait voler. Chaque heure de vol, en fait, est gratuite. Donc je pense que c'est bien pour un jeune de commencer. Et ça lui apprend également les bases de l'aérodynamique, tout un tas de bases qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour faire de l'activité, de faire de l'aviation en activité de loisir. L'évolution technologique, que ce soit aviation grandeur, aviation de ligne ou planeur, est considérable. Il n'y a aucun rapport entre un planeur des années 50
et un planeur des années 2000. Le bond technologique a été énorme. Et paradoxalement, en aviation légère, il a été beaucoup plus faible. Et il y a peu d'évolution technologique en aviation légère. Je dirais que, à mon avis, l'évolution technologique a été amenée par l'ULM en aviation légère. On a des ULM qui sont plus performants que les avions pour un coût bien inférieur. Pour les planeurs, on est parti avec des planeurs qui avaient une finesse de l'ordre de 14-15 dans les années 50, voire 20 pour les meilleurs. Et maintenant, on arrive à des finesses qui sont de l'ordre de 60, ce qui est absolument considérable. Et le type de vol a rien à voir. On parcourt des distances considérables avec les planeurs actuels. Il n'est pas rare dans la journée d'aller virer depuis Bunot, on va virer au centre du Massif central et on revient. On va virer dans les Vosges, on va au Mont-Saint-Michel et on revient. C'est absolument fabuleux. Je ne connais pas le nombre de kilomètres parcourus par les avions légers, mais je pense qu'il est bien inférieur au nombre de kilomètres parcourus par les planeurs. Pour donner un ordre d'idée, les planeurs de Bunot-Bonnevaux, l'an dernier, ont parcouru 220 000 km sur la campagne. Je ne connais pas beaucoup de clubs dont les avions ont fait 200 000 km dans l'année. Donc l'évolution est considérable. À tel point que quand on a l'entraînement, on oublie complètement qu'on n'a pas de moteur. Totalement qu'on n'a pas de moteur. Et c'est absolument fabuleux. On a trouvé une évolution analogue avec les avions de ligne. Autant les avions légers on peut progresser, autant les planeurs et les avions de ligne ont progressé également de façon considérable. Tant sur le plan des performances, les turbopropulseurs des années 50 volaient à 400-450 km/h. Et maintenant les avions à réaction volent tous à 800-900 km/h. Et on a fait également un énorme progrès sur la sécurité. Le nombre d'accidents d'avion est absolument infime. Bien sûr, à chaque fois, c'est 150 morts, 300 morts, mais infime par rapport au taux d'accident qu'on avait dans les années 50. Je donne souvent un exemple, un turbopropulseur qui s'appelait le Vickers Weisskund, que j'ai piloté. 400 ont été construits, 100 ont été détruits par accident, que ce soit en ligne ou que ce soit à l'entraînement. Parce qu'autrefois, les simulateurs de vol n'existaient pas, et on faisait 10 heures de vol sur la machine sans passager, avec toutes les pannes. C'est-à-dire que sur un Vickers, on allait couper jusqu'à 2 moteurs du même côté. Donc ça a généré pas mal d'accidents à l'entraînement, de pertes d'avion. Donc on a évolué avec les simulateurs qui ont apporté un gros progrès. Incontestablement, puisqu'on a pu faire toutes les pannes, on pouvait se cracher au simulateur sans stress, mais c'était absolument riche d'enseignements. La compétition incontestablement a amélioré les performances des planeurs. Ça c'est absolument certain. Je pense qu'on est arrivé maintenant au niveau performance à un plafond. C'est asymptotique, c'est évident, on ne va pas arriver à 300 de finesse. On peut peut-être encore gratter quelques points, mais c'est marginal. Les organisateurs, quand ils donnent une épreuve, ils s'arrangent pour donner une épreuve qui est relativement réduite, pour avoir l'assurance que tout le monde va rentrer, que 60 planeurs en l'air, sur les 60, il va y en avoir 50 dans les champs. Donc ils choisissent la meilleure période de la journée pour leur compétition. Et le jour où on peut faire 600 km, ils donnent 400 km en circuit, ce qui fait que pratiquement tout le monde rentre. Dans cette période-là, on a des bonnes ascendances. Là, il suffit de regarder le ciel, il y a du 3-4 mètres absolument certain et un beau plafond. Et il y a une solution que connaissent bien tous les vélivoles confirmés. Pour améliorer les performances quand le temps est bon, on met de l'eau dans les ailes. On charge le planeur. Donc on a développé des planeurs qui sont des bombardiers d'eau dans lesquels on embarque 200-220 litres d'eau, des quantités absolument énormes. Mais par contre, on a perdu un peu sur la vitesse de montée, mais là ça deviendrait technique et on a amélioré ce qu'on appelle la polaire, c'est-à-dire qu'à grande vitesse on chute beaucoup moins. Et comme on passe plus de temps on parcourt plus de choses, c'est la ligne droite qui est l'optimale, on a intérêt à chuter le moins possible. Par exemple à 200 km/h, si on a des ballasts, on va chuter à, je dis des chiffres, des ordres de grandeur, à 1,80 m. Si on n'a pas de ballast, on va chuter à 2,20 m. Donc on perd rapidement son altitude. Et puis dans la montée,
au lieu de monter à 3 mètres secondes, on va monter à 2,90 m. C'est pas bien grave. Donc on accepte de perdre dans la montée pour gagner beaucoup dans la ligne droite. Il y a une évolution énorme aussi, c'est sur les équipements de bord. Et ça, pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'il y avait un attrait dans le vol à voile, c'est d'avoir sa carte et de faire sa navigation. Ça faisait partie aussi de l'entraînement. Hein. Alors que maintenant, c'est comme les pilotes de ligne, hein. Ils rentrent Paris-New York et puis l'avion, il sait faire Paris-New York. Et bien là, c'est pareil. Maintenant, on rentre Bunot-Moulins et le planeur, il sait, il vous donne la direction pour aller à Moulins et la distance à laquelle vous êtes de Moulins. Avant, il fallait regarder la carte. Hein. Donc, je ne suis pas trop pour cette évolution technologique-là. Voilà. C'est une opinion personnelle, je n'ai pas forcément raison, et j'ai sûrement tort, même parce que tout le monde se précipite sur ces beaux calculateurs, y compris moi. Avant de se lancer dans la compétition, il faut voler, 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 accumuler les heures de vol. C'est peut-être ce que je reprocherais aux jeunes, maintenant, ils n'ont envie de voler que quand il y a des beaux cumulus et que c'est facile de rester en l'air. Et si on veut faire de la compétition, il faudrait essayer de rester en l'air par tous les temps. Et c'est comme ça qu'on vit avec son planeur. C'est-à-dire qu'il faut, s'il ne fait pas beau, s'il y a un tout petit plafond, mais s'il y a quelques ascendances, eh bien on se met en l'air et on essaye de rester le plus longtemps possible en changeant de thermique pour s'habituer à reprendre une ascendance à relativement basse altitude. C'est comme ça qu'on acquiert une aisance avec son planeur et qu'on peut faire des performances. Eh bien moi, j'ai fait que je ne suis pas allé voler en Namibie, là où on peut faire des circuits très grands, et je ne vole pas dans les Alpes non plus, j'ai volé dans les Alpes, je ne suis pas un spécialiste de la montagne. Donc dans les Alpes, surtout dans les Pyrénées, on peut faire des grands allers-retours sur les Pyrénées, facilement dépasser les 1000 km. En plaine, ici c'est beaucoup plus difficile, donc j'ai dépassé une fois 1000 km, j'ai fait 1007 km si je me souviens bien, puis je me suis posé à 10 km du terrain, parce que dans la dernière thermique, si je continuais de monter, je rentrais dans la zone d'Orly et il fallait arrêter. Voilà. Alors c'est là la difficulté, il y a relativement peu de pilotes qui savent vraiment maîtriser ces choix, c'est la différence, le choix du circuit c'est fondamental, donc il faut suivre la météo pratiquement tous les jours, voir l'évolution et savoir que on peut arriver à prédire que demain, il y aura, par exemple demain, il fera encore beau et il y aura moyen de faire des grands vols. Ce matin, il était prévisible qu'on aurait ces cumulus, ils sont arrivés un petit peu plus tard que prévu, mais ils sont arrivés. Et c'est pas facile. Et puis il faut connaître ses possibilités à soi. Possibilités d'endurance, parce qu'un vol de 10 heures, ça demande de l'endurance. Ses possibilités aussi de supporter ces grands vols, je dirais nerveusement, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une décision toutes les 10 secondes, quoi. Sans arrêt décision, il faut observer le ciel, il n'y a pas un moment où on peut se relaxer, attendre que ça se passe. Donc le choix, c'est une des difficultés qui n'existe pas en concours justement, puisque là vous ne choisissez pas, c'est pas votre épreuve, c'est l'organisateur qui choisit votre épreuve. Et là, je pense que tu as vu ce matin, les gens étaient en disant ah, je fais ceci, je fais cela, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc c'est pas évident. C'est l'expérience qu'il faut. J'en ai beaucoup, donc là je dirais que l'après-midi ne suffirait pas pour raconter tout. Je vais retenir les plus simples qui m'ont marqué. Je vais en retenir deux, je pourrais en citer d'autres, mais deux. C'est mon lâcher, bien sûr. Celui-là c'est court. C'est mon premier vol en distance libre avec un Breguet 901. J'ai fait Moulins-Biarritz. Moulins-Biarritz, à l'époque, personne n'avait jamais fait ça à Moulins. Et j'ai réussi ce vol, qui est une expérience extraordinaire, parce que là, il n'y avait pas d'instrument, il y avait que la carte. Hein, la carte traversait les Landes, sachant pas d'ailleurs comment étaient faites les Landes. J'étais un peu inquiet parce que on m'avait dit que c'était pas posable. En fait, c'est posable. J'ai traversé les Landes et je me suis posé à Biarritz au moment où justement un quadrimoteur Vickers décollait. Je n'avais pas de radio, rien du tout. Je me suis posé dans l'herbe à côté de la piste en dur et j'ai été accueilli comme un roi par les contrôleurs, par tout le monde. Maintenant, il y aurait les gendarmes, les papiers. C'est tout juste si je ne serais pas coffré immédiatement. Mais c'était une autre époque.
mais c'est un bon souvenir. Deuxième souvenir aussi, qui date de ces années-là, les gains d'altitude. On faisait, la plupart des gains d'altitude se faisaient en ondes, hein, en montagne, en vol d'ondes. Et moi, j'avais appris à piloter aux instruments. On avait des planeurs à l'époque qui étaient équipés de billes aiguilles. Et je maîtrisais parfaitement le vol à la bille aiguille. Je le maîtrise d'ailleurs toujours parfaitement. Et j'ai fait, avec un Breguet 901 aussi, j'ai fait mes 5000 en nuage d'orage. Et je suis monté autour entre 6 et 7 000 mètres, je ne me souviens plus exactement. Mais le souvenir de cette montée, bon, je pourrais en parler longtemps, les sensations sont extraordinaires. Et la sortie d'un seul coup au soleil, hein, une lumière éblouissante, et puis vous êtes au niveau des caravelles, plus haut que les Vickers, enfin, c'était fabuleux quand même, voilà. C'est un souvenir fabuleux. Mais j'en ai plein d'autres. Et il y a un pilote qui m'a impressionné, il s'appelait Klaus Oligaus. Klaus Oligaus, c'était le patron de la société Schempirt qui fabrique tous les planeurs, dont on a beaucoup ici, il n'y en a pas là, ils sont en l'air. Et ce garçon était un ingénieur hors pair, capable de concevoir un planeur. Il était capable de gérer une entreprise qui avait un chiffre d'affaires considérable. Une entreprise qui existe toujours, et il était capable de piloter ses planeurs au plus haut niveau, c'est-à-dire à gagner des compétitions avec. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme-là. Malheureusement, il s'est tué avec un de ses planeurs dans les Alpes. Mais c'était un type extraordinaire. Et son entreprise continue, son fils a repris l'entreprise et continue à faire des très beaux planeurs que tous les vélivoles connaissent. Pour moi, Mazalera, André Verhulst sont encore parmi les meilleurs pilotes de plaine, qui est capable de faire des beaux vols en plaine, incontestablement. Mais difficile, c'est de les comparer aux pilotes qui font de la compétition. Généralement, c'est deux populations différentes. Il y a les gens qui aiment les grands vols et les gens qui aiment la compétition. Il y a un jeune que je ne connais pas personnellement, que j'ai croisé une fois, mais je suis admiratif des performances qu'il réalise. Il s'appelle Innocent. C'est un pilote d'Air France, mais il n'a pas voulu faire de compétition, ça ne l'intéresse pas. Mais il fait des vols absolument, au départ de Fayence, de Vinon, il fait des vols absolument extraordinaires. Ce garçon est vraiment un excellent pilote. Non, j'ai pas de regrets. Le vol à voile a fait que l'aviation a été ma passion. Le vol à voile a fait que j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé, parce que je me suis jamais levé en disant « Oh mince, il faut aller au boulot ». J'étais content si maintenant on me disait « Tiens, demain tu vas à Marrakech, tu prends la 320, tu vas à Marrakech », j'irai avec un plaisir non dissimulé. Hein, donc on m'a puni quand on m'a mis en retraite. Voilà.